Nous allons parler aujourd'hui d'une bataille assez importante qu'a menée le syndicat des métallos sur les régimes de retraite. Il faut savoir que le mouvement syndical, dès la fin du 19e, début 20e, s'est beaucoup préoccupé de cette question-là, du sort des travailleurs une fois qu'ils n'étaient plus dans la vie active. Alors, ils ont fait des pressions pour avoir des régimes publics, puis en même temps, ils négociaient, usine par usine, lieu de travail par lieu de travail, des régimes complémentaires de retraite. Il faut savoir que c'est devenu, les régimes publics sont arrivés relativement tard, en 1966. Et il y avait déjà eu d'autres régimes avant, mais un régime public mieux installé, c'était en 1966. Et là, malgré ça, c'était encore insuffisant pour avoir une retraite décente. Le mouvement syndical a continué à négocier usine par usine, mais il y avait, au niveau de la législation, des trous importants, particulièrement lorsque l'entreprise ferme, les travailleurs perdaient tout. Alors là, le mouvement syndical a revendiqué pour essayer de ne plus être les derniers créanciers, mais d'être parmi les premiers créanciers. Et dernièrement, ils ont pu profiter d'une meilleure conjoncture politique, ils ont fait une belle opération, puis ils ont réussi à obtenir une belle victoire. Alors, Nicolas, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu d'abord d'où est partie la bataille, c'est-à-dire la minière Cliff sur la Côte-Nord, puis après ça, on ira plus loin pour tous les détails de la bataille. La minière Cliff, c'est une minière qui exploitait une mine de fer au Labrador, dans la ville de Wabush, là, à proximité de la ville de Wabush. Okay. Puis ce minerai de fer-là était évidemment extrait puis descendu par train à cette île. Et on transformait ce minerai de fer-là en boulettes de fer. Et puis par la suite, nous, on les expédiait un peu partout dans le monde, dépendant de la clientèle. Donc, c'est une minière qui a commencé à opérer à partir de 1962 et puis les opérations ont cessé en 2015, là, lorsque l'entreprise s'est mise sur la protection des créanciers. La compagnie vous a fermé ça là, subitement, sans vous avertir rien. Oui, effectivement. Dans les mois qui en précédaient, on voyait un peu ça venir. Là, il avait commencé par arrêter certaines parties des opérations. Il avait commencé par arrêter l'usine de bouletage à cette île. Il y avait aussi que dans la période où le prix du fer était à des sommets vertigineux, cette minière-là avait été rachetée par Cliff Natural Resources à un prix astronomique, 4,9 milliards, qui était déraisonnable là, pour l'époque. Et puis, les prix se sont remis à retomber. On voyait qu'il se tramait quelque chose. Puis, évidemment, on se dit ça n'arrivera pas, puis ça ne nous arrivera pas. Puis, il faut comprendre que cette entreprise-là, depuis 1962 qu'elle opérait, dans les 30 dernières années, on avait eu des menaces de fermeture. Il y en avait eu plusieurs. Puis, on avait toujours passé à travers. Ça fait que les gens prenaient ça avec un peu un grain de sel en se disant, écoutez, une autre menace parmi tant d'autres, mais en 2015, c'est arrivé. Donc, protection des créanciers, pas une faillite, ils sont mis sur la protection des créanciers. Mais là, ça veut dire arrêt des opérations, on garde le minimum d'employés, et ça veut dire aussi qu'on arrête les paiements au régime de retraite. Ça veut dire aussi qu'on arrête la couverture d'assurance aussi. Et on arrête les opérations, bien entendu. Mais là, Nicolas, ça représentait combien de travailleurs, ça, puis de retraités, tout ce qui est arrivé, là? Et dans l'ensemble, je vous dirais, si je prends tous les ayants droit dans le régime de retraite, là, on parle des retraités, on parle des conjointes survivantes, on parle des travailleurs qui avaient déjà travaillé, mais qui avaient des droits dans le régime de retraite, et tous les travailleurs actifs, autant à cette île qu'au Labrador, parce qu'il faut comprendre que c'est le même régime de retraite, autant à cette île qu'au Labrador. On parle de 1700 personnes touchées, de près ou de loin, mais des retraités qui recevaient une rente de retraite ou des conjointes survivantes, on est dans l'entour de 700 à peu près. Mais alors, qu'est-ce qui arrive maintenant, là, une fois que la compagnie a annoncé ça? Plusieurs choses en même temps. Arrêt des opérations, donc mise à pied massive, autant au Labrador qu'à cette île. Ça veut dire nos retraités qui se voient informés qu'il manque à peu près 28 millions dans le régime de retraite. Ce que ça veut dire, c'est que le régime de retraite aurait besoin d'un autre 28 millions pour honorer ses engagements. Ça veut dire qu'on doit couper les rentes de retraite des retraités ou des conjointes survivantes de entre 21 et 25 % de coupure, à peu près, dépendant des statuts. Ça veut dire la perte de couverture d'assurance pour les retraités ou les conjointes survivantes. Ça veut dire plus d'assurance vie, plus d'assurance médicaments, plus d'assurance hospitalisation. Donc, c'est un drame terrible pour cette île. C'est un drame terrible pour la ville de Wabush au Labrador, qui, eux, sont dépendants à 100 % de la mine Scully.
Et ça veut dire, dès lors, une prise en charge par le syndicat des métallos de l'époque, comité de relance, pour repartir les opérations, travailler avec le gouvernement pour peut-être trouver des acheteurs. Mais évidemment, ces choses-là, c'est quelque chose qui se passe sur plusieurs mois là, par la suite. Ça aura abouti sur une prise de participation du gouvernement et puis un autre acheteur 2-3 ans plus tard. Mais dans l'immédiat, ça veut dire beaucoup de retraités qui viennent à nos bureaux des métallos à Sept-Îles, qui viennent nous dire, écoutez, moi, il faut que je fasse un choix entre payer mon épicerie et payer mes médicaments. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous allez faire, les métallos? Ça n'a pas de bon sens. Beaucoup de drames humains, donc on l'a vécu beaucoup de l'intérieur. Ça veut dire qu'il y a une prise en charge, puis évidemment, on mandate un cabinet d'avocats pour nous supporter là-dedans, parce que c'est des procédures qui sont très fastidieuses, très compliquées aussi. Puis là, on apprend c'est quoi le rang de créancier, en tout cas pour ma part. On apprend de façon très lucide à décoder qu'on ne récupérera pas tout. Puis que les prochains mois, puis les prochaines années ne seront pas faciles. C'est ça la prise de conscience. Peux-tu nous dire d'où venait le manque à gagner de 28 millions? C'est tout de même étonnant. Il y a différents éléments là-dedans, mais il y a eu des contraintes de cotisation à une certaine époque, parce que les compagnies pouvaient... La loi le permettait, hein? Les compagnies, ils prennent la place qu'on leur donne, hein? Ça fait qu'évidemment, ils ont pris des contraintes de cotisation, parce qu'à certaines époques, le régime était en meilleures conditions. Et aussi, il faut comprendre que quand on fait l'étude du régime de retraite, bien, les actuaires passent là-dessus puis se disent, écoutez, un rendement de 4-5 % vous pouvez cotiser seulement tant par année. Mais des fois, les rendements ne sont pas à 4-5 %, les rendements sont à 2-3 %. Ça fait que là, ça agrandit le manque à gagner dans le régime de retraite. Ça fait qu'on se ramasse, quand on refait une autre étude du régime de retraite plus tard, on se dit, c'est plus 10 millions qui manquent, c'est 15 millions. Fait que tout ça fait qu'on creuse le régime de retraite. Puis évidemment, en parallèle, il y a des négociations qui se passent. Fait qu'on augmente le régime. Puis ça fait que l'employeur ne met pas toujours l'argent nécessaire dans le régime. Ce qui fait que tant que l'entreprise opère, il n'y en a pas de problème. Parce que des régimes de retraite, pour la majorité, il manque toujours de l'argent dedans, hein, parce à cause de ces règles fiscales-là. Mais tant que l'employeur opère, il n'y en a pas de problème. Hein, l'employeur continue à mettre le minimum qu'il doit mettre dedans, puis toujours possibilité de négocier, bien, toujours la possibilité dans quelques années, suite à des recommandations des actuaires, que l'employeur en mette plus. Le problème vient du fait que quand l'employeur arrête d'opérer et se met sa protection des créanciers, bien, son entité juridique disparaît proprement dit. Ça fait que ses obligations envers le régime de retraite disparaissent, fondent comme neige au soleil. Et puis là, on se ramasse avec, mais oui, mais c'est qui va payer le manque à gagner dans le régime de retraite? Bien, c'est pas personne pour l'instant parce que l'employeur s'est mis sa protection des créanciers justement pour se mettre à l'abri de ses obligations envers le régime de retraite et envers l'ensemble de ses créanciers parce que faut comprendre qu'il n'y a pas rien que le régime de retraite, il y a les taxes à payer des villes, des commissions scolaires, tous les fournisseurs de services qui ont pu donner du service dans les derniers mois, qui attendent après leur argent. Je vais vous dire que il y a beaucoup de personnes qui font la file pour se mettre comme créanciers. Qu'est-ce que vous avez fait dans un premier temps pour aider vos retraités avant, évidemment, d'entreprendre la grande opération là, pour faire changer la loi? Première chose, on informe nos retraités parce qu'ils sont inquiets, ils sont anxieux, puis on les comprend aussi. Mais aussi, on a des travailleurs qui travaillaient activement. On avait des familles à Sept-Îles, à Bois-Bouche, qui perdent leur emploi. Et évidemment, tous ces gens-là vont déménager aussi. Là, on est dans une période creuse, l'économie ne va pas bien. Ça fait que ça, c'est la première chose. On rassure notre monde, puis on les informe des étapes à venir, que c'est un processus qui va prendre quelques années. Là, on est en 2015. Écoutez, vous allez couper entre 21 et 25 %. On a pour quelques années en termes de recours juridique. Si ce temps-là, vous vous inscrivez soit à la RAMQ, vous souscrivez des assurances ailleurs. Nous, parallèlement à ça, on va former un comité de retraités. On a 3 retraités de la région de Sept-Îles qui vont prendre en charge le comité des retraités. Puis ça aurait été un outil très important parce qu'eux vont être le contact avec l'ensemble des retraités, vont établir la liste des retraités, leurs besoins. Puis après ça, nous, on va embaucher un actuaire pour quantifier les pertes de nos retraités.
Ça vaut combien la perte d'une assurance collective, la perte d'assurance médicaments, la perte de l'assurance vie, la perte de l'assurance hospitalisation? Ça vaut combien pour ultimement s'inscrire comme des créanciers au niveau du syndic de faillite, là, si vous me permettez? Fait qu'on va quantifier ça avec un actuaire. Et puis après ça, ben, on s'engage dans les procédures juridiques. À cette époque-là, je vous dirais qu'il y avait, rien que pour vous démontrer l'ampleur du dossier, il y avait une centaine de cabinets d'avocats différents qui représentaient des intérêts différents dans le processus. Fait que tout le monde y va de ces récriminations pour dire « je n'ai pas été payé, je vais te payer », dont nous, le syndicat des métallos, pour la perte d'assurance collective et le manque à gagner dans le régime de retraite. En parallèle de ces procédures-là, on va instaurer, de concert avec les cadres, un recours collectif contre la minière Cliff, mais aux États-Unis. Parce qu'il faut comprendre que la minière Cliff, dans ce processus-là, avait annoncé qu'elle se retirait de toutes ses opérations canadiennes, mais continuait à opérer aux États-Unis et à faire de l'argent allègrement. Dans toutes ces années-là, évidemment, on voyait les états financiers, puis la minière allait assez bien aux États-Unis. Et puis, on a eu l'idée, je dois le dire, les cadres ont eu l'idée d'entamer un recours collectif à laquelle on s'est joint à eux. Bien qu'on n'avait pas beaucoup de droits, on n'y croyait pas beaucoup. Et avec le fait qu'on s'est mis comme des créanciers, on s'est inscrit comme créancier, je vous dirais que 2017-2018, on a réussi à aller chercher 11 millions pour le recours juridique et 6 millions pour le recours collectif aux États-Unis, ce qui fait qu'on a réussi à aller chercher un 17 millions, 18 millions qu'on a pu remettre dans le régime de retraite. Ce qui fait que la coupure est passée de 21-25 à 8, 9, 10 dépendant. Fait que je vous dirais que quand on est sorti 2 ans et demi plus tard avec ça, on était très, très, très heureux malgré tout. Je disais souvent à la blague, quand les médiums posaient des questions là-dessus, on s'est fait voler 400, on a récupéré 300, mais à la fin de la journée, il nous en manque encore 100. Mais malgré tout, nos retraités étaient somme toute soulagés aussi rapidement que ça qu'on ait pu aller chercher 17-18 millions. Ça a attaché le dossier du régime de retraite pour mitiger les pertes de nos retraités et de nos conjoints survivants. Mais en parallèle, on a continué à les procédures pour la perte d'assurance collective. Ça, l'assurance collective, aujourd'hui, en 2023, on est encore en processus. Donc, les dédales juridiques ne sont pas encore finis. 2015, on est à l'automne 2023. C'est pas terminé encore. Nos retraités ont eu des chèques provisoires. Là, on s'attend, d'ici la fin de l'année, début 2024, à recevoir un chèque final qui compensera pour la perte d'assurance collective, assurance vie. OK, on voit toutes les démarches qui se sont faites, puis il y a de l'argent sur la table, mais d'où est-ce qu'il vient, cet argent-là? Du syndic de faillite, si vous voulez, qui, lui, il y a plusieurs personnes qui s'inscrivent comme des créanciers. Puis l'idée, c'est que chacun y va de ses récriminations pour dire, ben moi, mes gens ont perdu tant de millions. Et puis, on a récupéré quelques millions de dollars pour compenser la perte. Puis ça, cet argent-là est séparé de façon égale avec le syndic de faillite. D'où l'importance du comité de retraités qui a recensé la liste des retraités. Parce que ça a l'air un peu drôle à dire, mais qui a la liste des retraités à part que l'employeur? C'est l'employeur qui verse des rentes aux retraités. Nous, le syndicat, c'est assez rare qu'on a la liste de tous nos retraités puis les conjoints de survivantes. C'est pas nous autres qui versent des choses. Fait qu'un coup que l'employeur disparaît, il faut que tu rebâtisses ta liste des retraités. Puis là, c'est notre comité de retraités qui a tout fait ça avec des pages Facebook, puis non, tel retraité est décédé, c'est la conjointe survivante. OK, la conjointe survivante, elle reste dans telle région, elle n'est plus au Québec, elle est rendue au Canada. Faut l'appeler, puis pour savoir son âge, pour savoir tout ça, parce que l'âge à laquelle que tu es, les actuaires, ça vaut pas la même chose. La perte d'une assurance vie à 60 ans puis à 80 ans, ça vaut pas la même valeur. Fait que l'actuaire a tout quantifié ça, et c'est avec ça qu'on a pu faire une réclamation au syndic de faillite pour dire, écoutez, nous, on a perdu notre assurance collective, puis ça valait, je vous donne un exemple, ça valait 30-35 millions. Puis à la fin de la journée, ben, on se ramasse peut-être avec un 17-18 millions. C'est un exemple que je donne. Et après ça, on répartit ça selon la réalité démographique de tout le monde, exactement.
Fait que ça se passe en quelques versements parce qu'il faut comprendre qu'au fur et à mesure que les procédures se passent, ben, il y a des règlements judiciaires qui se font en cours de route. Un exemple, le fournisseur de boulons n'a pas été payé, puis lui, il règle à quelque part en cours de route. Fait que là, il s'en écarte, mais il reste les plus gros. Puis là, ben, pour se garder de l'argent, puis voyant qu'il y a encore des procédures pendantes, ben, le syndic de faillite ne liquidera pas tout l'argent qu'il a récolté dans le fruit de la liquidation. Il va faire des paiements transitoires et puis va s'en garder. Ce qui fait que nos gens ont eu 2-3 versements à date là, pour la perte d'assurance collective. Mais on va avoir les derniers versements là, dans les prochains mois, ce qui va clore le dossier de la minière Cliff, je vous dirais 8 ans après. Bon, alors là, je comprends qu'on est venu à bout d'aider nos retraités, puis on est capable de clore notre dossier sur les réclamations, mais l'entreprise comme telle, est-ce qu'il y a des chances qu'elle soit relancée? Non, non, pas du tout. 3 ans après, le gouvernement a fait son travail, là, si je devrais dire, d'acteur pour sécuriser les installations, parce qu'une mine, on ne peut pas fermer ça comme ça. Il faut gérer les eaux usées. On ne peut pas mettre l'interrupteur à off, là, si vous me permettez l'anglicisme, puis dire on s'en va. Dans tout ce processus-là, il y a des banques aussi qui se pointent pour acheter puis pour liquider. On était très, très, très inquiètes. Alors, puis en parallèle, il y a un autre joueur qui s'est présenté pour racheter les actifs et dans l'engagement de réopérer. Alors là, on a fait le tour un peu au niveau local. Vous avez fait plein de négociations pour régler le dossier sur le plan local, oui. Mais vous avez décidé de passer un palier supérieur, d'aller au niveau national. Évidemment, il faut comprendre qu'on a sécurisé nos retraités, on a sécurisé nos travailleurs le mieux qu'on pouvait, là, évidemment. Là, mais après ça, on s'est dit, comment est-ce qu'on ferait pour plus qu'on revive ça? Parce que c'était pas la première fois qu'on entendait parler de ça. On a entendu parler des drames avec Atlas Steel dans le coin de Sorel, Mabé, on a entendu parler de ça, la White Birch à Québec. C'était pas la première fois qu'on entendait parler de ces choses-là. Puis là, ben nous, on a dit, cette fois-ci, c'est assez. On essaye de changer le rang de créancier. Parce que le nerf de la guerre, c'est la priorisation des créanciers. Puis de façon très simpliste, puis en même temps, on l'a appris, c'est un dossier assez complexe, mais il y a comme 6 groupes de créanciers. Le premier étant le prioritaire, puis le dernier étant ce qu'on appelle les créanciers ordinaires. Puis à l'intérieur de chacun des 6 groupes, il y a aussi une priorisation. Et puis nous, on était le dernier du 6e groupe. Fait que nous, on ramassait les miettes de pain. Encore chanceux qu'on était chercher 11 millions, mais si on arrêtait créancier prioritaire, on aurait été chercher les 28 millions qui nous manquaient. Aussi. Puis aussi, il faut comprendre que les cadres avaient un régime de retraite qui était propre à eux aussi, puis eux aussi étaient en déficit de 25 à 28 millions. Fait qu'on avait 2 régimes de retraite en déficitaire. Fait que là, on s'est aperçu que la loi en cas de faillite d'entreprise ou d'insolvabilité ne nous protégeait pas, ou très peu. Fait que là, on a dit qu'il faut changer le rang des créanciers. Puis, en parallèle, on avait des élections fédérales qui s'en venaient à l'automne 2015. Faut comprendre que la loi sur la faillite et les insolvabilités, puis la loi d'arrangement des créanciers et des compagnies, qui sont 2 lois différentes, c'est des lois d'ordre fédéral, donc ça vient du gouvernement fédéral. Fait qu'on s'est dit, quelle belle opportunité qu'une élection fédérale pour solliciter nos partis politiques. Et sur la Côte-Nord, on avait une candidate, Marilyn Gill, qui se présentait pour le Bloc québécois dans Manicouagan. Et puis évidemment, on l'a sollicité pour voir un peu sa position. Puis Marilyn Gill, dans le cadre de cette élection-là, s'est engagée à déposer un projet de loi dès son entrée au pouvoir. Fait que nous, évidemment, au syndicat des métallos, voyant qu'on avait une alliée en la personne de Marilyn Gill, qui était encore à cette époque-là méconnue, qui n'avait pas été député auparavant, mais qui s'engageait avec toute son énergie à changer la loi. On a dit, ben les syndicats des métallos, on va te supporter pour ton élection en 2015. C'est là qu'en 2015, la machine métallo s'est mise en place sur la Côte-Nord. Et puis, tous les présidents et les présidentes de la Côte-Nord ont fait une conférence de presse et pour demander aux citoyens, demander à nos membres aussi de voter pour Mme Gill, parce que Mme Gill s'engageait à réformer ces 2 lois-là. Et puis, Mme Gill a été élue en 2015. À notre grand bonheur, on se rappellera que le Bloc québécois, à cette époque-là, avait seulement 4 députés.
Dans le cadre de cette élection-là, ils sont passés de 4 à 10 députés. Mme Gill s'en va à Ottawa, évidemment avec la promesse, et Mme Gill remplit son engagement de déposer un premier projet de loi en 2017. Évidemment, on est à l'automne 2015, le temps, je pense que le Parlement se met en place en décembre 2015, arrive 2016, le temps d'écrire le projet de loi, puis ça a l'air un peu bizarre à dire, mais après, c'est quoi qu'on veut comme projet de loi, là? C'est quoi qu'on demande dans le projet de loi? Bien, on demande 2-3 choses très importantes. On demande d'être le créancier prioritaire, donc dans le premier rang du premier groupe. On va être avant les banques, avant les gouvernements, parce qu'il faut comprendre que dans la loi, le premier qui se paye, c'est le gouvernement. Les taxes impayées, là, le gouvernement, il se paye. Les taxes et les impôts impayés, là, lui, il passe en premier. Après ça, c'est les banques qui ont des prêts ou peu importe dans l'entreprise, qui ont financé l'entreprise. Après ça, on a les villes, on a les commissions scolaires, puis après ça, on tombe dans le 2e, 3e, 4e, 5e groupe. Puis nous, on était le 6e groupe. C'est là qu'on a appris qu'on n'était pas gros dans la machine. Ça fait que là, on se dit, notre projet de loi va demander qu'on soit les premiers, les super prioritaires. Et puis, on va demander de maintenir la couverture d'assurance en cas de faillite d'entreprise ou lorsqu'une entreprise se met à la protection des créanciers. On va demander ces 2 choses-là fondamentales, puis on part avec ça. Fait que le projet de loi est déposé en 2017, mais là, quand vient le temps de déposer le projet de loi en 2017, moi, il me vient une idée, j'appelle mon directeur adjoint à l'époque, Dominique Lemieux, qui était en 2015 coordonnateur des métallos sur le Côte-Nord puis qui avait vécu ça de l'intérieur. Il dit, écoute, Dominique, ça serait le fun si on irait à Ottawa déposer le projet de loi. Lorsque Marilyn va déposer son projet de loi, on prend un autobus de retraités de cette île, puis on s'en va à Ottawa 2 jours, 2 nuits, là, mais on fait un voyage aller-retour, ça s'est passé assez vite, puis on s'en va assister au dépôt du projet de loi. Il dit, on le fait, c'est une bonne idée. Fait que là, avec mon comité de retraités, on a mobilisé une 40aine de retraités. Il y avait des cadres dans l'autobus, hein, on n'a pas fait de distinction, là, parce que les cadres étaient, bien qu'ils étaient dans un autre régime de retraite très différent du nôtre, il y avait un déficit dans leur régime de retraite. Fait qu'on mixe des cadres, des syndiqués dans l'autobus, mais tous des retraités. C'était exclusivement des retraités. Fait que moi, je pars avec ce beau monde-là le matin, le gros stun publicitaire, TVA le matin qui vient nous filmer à 4 heures du matin, et on s'en va à Ottawa en prévision du lendemain matin d'assister au dépôt du projet de loi de Mme Gill. C'est ce qui se passe. On est très heureux. Le Bloc québécois nous reçoit. Évidemment, on fait des conférences de presse directement dans le Parlement. On était là 3 jours, 2 nuits. Là. Ça n'a pas été de tout repos, mais c'était une expérience très enrichissante. C'était une grosse logistique. Puis ce qui était important pour nous autres dans le contexte où il avait vécu une perte de revenus, hein, ces gens-là. On voulait s'assurer qu'ils ne déboursent pas une scène. Fait que les hôtels étaient réservés, payés par le syndicat des métallos, l'autobus était payé. La section locale aussi a déboursé aussi. La section locale 6254, c'est là que j'avais commencé à faire du syndicat. Mais en même temps, les retraités, c'était un grand bonheur qu'ils se revoient parce qu'il y en a plusieurs là-dedans qui ne se voyaient plus. Bien, les retraités, à partir du moment qu'ils sont à la retraite, ils ne se voient plus, ils font chacun leurs petites affaires. Là, on les réunissait dans un voyage. Écoute, moi, c'est un des plus beaux voyages que j'ai vécu. Les gens étaient fiers aussi de ça. Puis fiers de l'action, puis fiers d'espérer qu'ils soient les derniers à vivre ça. C'était leur plus grand espoir. S'il y a quelque chose qu'on doit retenir de tout ça, c'est dans toute une situation comme ça de faillite ou d'une entreprise se mettre en protection des créanciers, ça prend un comité de retraités. C'est essentiel. C'est essentiel pour être le lien, parce que syndicalement, pour nous autres, on n'a pas tous les contacts. On avait un comité de retraités extrêmement vivant qui s'est assuré. J'ai encore des contacts avec ce comité-là, parce qu'on est sur le bord d'avoir le versement final. Il faut s'assurer que les adresses sont toutes les bonnes. Puis en cours de route, dans 7-8 ans, on a eu des décès. OK, le décêt, c'est qui les héritiers légaux? Ben là, ça prend le testament, ça prend l'acte de mariage, ça prend le certificat de décès, ça prend tout ça de façon légale, que l'argent qui était dû à monsieur ou à madame va aux enfants. Il y a beaucoup de logistique en arrière de ça, auquel le comité des retraités s'est fait un plaisir de travailler puis de nous donner un coup de main là-dessus, parce que, tu sais, qui de mieux qu'un comité de retraités pour connaître les retraités? Ça va de soi.
le projet de loi est déposé. Fait que là, je reparle à Dominique Lemieux, puis au directeur de l'époque, Alain Croteau, puis ben, écoutez, il va falloir mettre de la pression sur les parlementaires à Ottawa. Puis moi, je me rappelais beaucoup de l'histoire de notre ancien directeur canadien, Lawrence McBurty, qui avait fait beaucoup de lobbying pour faire passer la loi Westray. Puis Lawrence m'avait dit, on a passé 2 années à Ottawa à les talonner, puis les talonner. Puis c'est comme ça qu'on a eu la loi Westray pour rendre criminellement responsables les dirigeants d'entreprise lorsqu'il y a un décès dans une entreprise. Fait que je pars avec cette idée-là, je parle à Dominique, qui était l'adjoint du directeur, je parle avec le directeur. C'est parfait, on s'en va à Toronto voir la direction des métallos, puis on explique notre projet de lobby. C'est bon, on embarque, bonne idée, on fait ça. Fait que là, on se bâtit une équipe de lobby pendant 6 semaines, en 2018 et 2019, à intervalles précis. Là, souvent, on faisait 1 semaine au printemps, 1 semaine à l'automne. Puis en 2019, on a fait 2 semaines au printemps, 2 semaines à l'automne. On a parti avec une 30aine de métallos à Ottawa pour aller parler du projet de loi de Mme Gill. En parallèle, le NPD avait déposé aussi son propre projet de loi qui était en tout point similaire à celui de Mme Gill. Il demandait qu'on soit des créanciers prioritaires. Fait qu'on se bâtit une 30aine une équipe de lobbyistes. Mais c'était les équipes de lobbyistes-là, c'est des travailleurs. C'est des travailleurs qu'on prend dans nos usines. Puis le reste, c'est l'Ontario, puis l'Ouest canadien, un peu les maritimes. Mais c'est tous des travailleurs métallos qui ont des régimes de retraite, puis qu'on amène à Ottawa. Et puis le lundi matin, on se fait une grosse rencontre d'équipe avec notre bureau de lobbyistes à Ottawa, parce que les métallos, on a un bureau pour faire du lobby à Ottawa. Fait qu'on se ramasse là, puis on explique le topo, voici ce qu'on veut. Au préalable, on aura préparé notre campagne qui s'appelle « Les retraités d'abord ». Campagne bilingue, un lobbying qui va se faire dans les 2 langues, évidemment. Puis on brief notre monde le matin, le lundi matin. Puis là, ben moi, j'avais déjà fait un peu de lobby auparavant, mais c'était un lobby qui était un peu prémanché. Les rencontres étaient déjà préparées. Puis je vais toujours me rappeler le lundi matin à Ottawa, quand on est arrivé. J'ai dit, écoutez, c'est quand nos premiers rendez-vous? Il a dit, vous n'avez pas de rendez-vous de cédulé. C'est vous autres qui allez trouver les rendez-vous. Il dit, voici la liste de vos députés. Puis organisez-vous pour les rencontrer. Fait qu'on est parti le lundi matin avec une page blanche. On était 30, 15 équipes de 2. On avait chacun nos listes de députés. Évidemment, les gens francophones avaient les députés du Québec, puis les anglophones avaient le reste du Canada. Et puis, courriel, téléphone, voici le projet de loi de Mme Gill, on voudrait vous parler là-dessus. Ah, j'ai pas le temps. Bien, on aimerait ça, si on ne peut pas rencontrer le député, on aimerait ça rencontrer l'adjointe. Ou si l'adjointe ne peut pas, on peut aller vous rencontrer en circonscription aussi. Puis c'était difficile. Je vous dirais, les 2-3 premiers jours, on n'avait pas de rendez-vous, c'était difficile. 2, 3, 4 appels, 2, 3, 4 courriels. Il a fallu se battre pour avoir nos rendez-vous. C'était pas naturel. C'était loin d'être naturel. Bien, je vous dirais que la 2e semaine, après ça, la 3e, la 4e, là, les gens savaient que les métallos étaient à Ottawa. Ça, ils savaient. Puis là, on a commencé à prendre nos aises aussi, parce qu'il faut comprendre qu'à Ottawa, il y a des bureaux dans l'édifice, ce qu'on appelle l'édifice du centre, ce qui est le Parlement, mais il y a plusieurs édifices en périphérie du Parlement où les députés ont leur bureau. Ça fait qu'on se promenait à travers même les édifices. On se promenait dans chaque édifice, il y a des cafétérias. Fait que le midi, on allait dîner dans les cafétérias, on voyait les députés. Des fois, on avait un député qui ne nous donnait pas un rendez-vous, on le voyait à la cafétéria. Fait que là, on allait le solliciter à la cafétéria. On a mis de la pression comme ça. Les mercredis, bien évidemment, toutes les partis avaient leur caucus, ces jours de caucus pour tout parti confondu. Fait que tous les mercredis, on se faisait un briefing, comment ça allait, puis oui, j'ai rencontré telle personne, tel député sympathique, l'autre non. Puis évidemment, on a commencé par les plus faciles, là, les bloquistes et le NPD, qui étaient des gens qui avaient déposé des projets de loi. Mais après ça, on a passé aux libéraux et aux conservateurs. Et puis, on a donc 2018-2019, 6 semaines de lobby, 30 personnes, du lundi au vendredi. On arrivait le dimanche soir à Ottawa, on repartait le vendredi soir. Fait qu'on a mis beaucoup de pression. Là, vous avez organisé tout le lobbying, mais les travailleurs, eux autres, est-ce que vous leur avez donné des outils pour justement bien faire leur travail de lobby? Parce que c'est pas simple, là. Oui, bien évidemment, au préalable, avec notre équipe de lobbyistes, notre permanence à Ottawa, on avait bâti des portfolios. Évidemment, dans les portfolios, on avait
on avait couché sur papier des cas réels. Donc, de la faillite de Cliff, on avait 3 ou 4 cas, on avait les photos des couples, puis ils relataient leur histoire. C'était des courtes vignettes, mais j'ai perdu 25% de mon régime de retraite. À cause de ça, faut que je choisisse entre la nourriture et le médicament. On avait des cas réels. On avait fait un sondage au préalable au niveau du Canada pour voir comment les Canadiens se sentaient par rapport à la sécurisation de leur régime de retraite. On avait bâti vraiment un portfolio, puis les gens arrivaient avec le portfolio dans chacun des bureaux des députés en disant voici, ça c'est des cas réels, c'est des gens qui ont souffert, c'est des gens qui souffrent encore aujourd'hui. Puis à cause de, maintenant c'est la faillite de Cliff, mais il y a quelques années c'était Atlas Steel, c'était Mabé, c'était la Whitebird. Et en 2017, parce que nous c'est arrivé en 2015, mais en 2017, il est arrivé une autre faillite. Alors, puis elle n'était pas en canadienne, c'était la faillite de la compagnie Sears Canada. Elle a fait faillite à la grandeur du pays. Ça nous a grandement aidé parce que ce dossier-là, comme il n'était pas en canadien, mais ça touchait beaucoup de députés. Fait que ça a été salutaire parce que ça a remis du bois dans le poêle, là, si vous me permettez l'expression. Ça en a rajouté en disant, vous voyez, il y a eu Cliff, il y a encore celui-là. Il faut que ça arrête. Il faut augmenter le rang des créanciers. Donc, on a fait plusieurs rencontres. Dans les 6 semaines de lobby, on a rencontré 250 députés et sénateurs. Parce qu'on a rencontré, on a fait aussi, dans notre dernière semaine de lobby, on a commencé à rencontrer des sénateurs. Parce qu'il faut comprendre que c'est bien beau de le passer au Parlement, le projet de loi, mais après ça, ça va à la Chambre sénatoriale. Donc, on voulait s'assurer aussi que les sénateurs étaient sympathiques à notre cause. Et puis, il y a quelque chose qui est ressorti de façon très, très, très claire dans ce lobby-là, dans ces 6 semaines-là. C'est que jamais, au grand jamais, les libéraux, parce qu'évidemment, les conservateurs, on le savait. Les conservateurs, on savait que c'était pas très, très sympathique à notre cause. Mais nous, ce qui nous interpellait, c'était les libéraux, parce que les libéraux étaient au pouvoir. Puis les libéraux étaient majoritaires là, de 2015 à 2019. Puis les libéraux nous ont dit jamais, au grand jamais, on va voter une loi où les régimes de retraite va passer avant les banques. Jamais. Pourquoi? Parce que vous allez empêcher les relances d'entreprises et vous allez freiner les investissements des banques. Bon. On dit, OK. Fait que là, évidemment, à tous nos briefings, tous les mercredis, bien, on faisait état de ça. Puis peu importe les députés, peu importe la grandeur du Canada, les libéraux, ce qui ressortait, c'était jamais vous aurez de quoi si vous êtes en avant des banques. Fait qu'après nos 6 semaines de lobby, là, on est en 2019, et là arrive une élection. C'est l'aboutissement du terme de 4 ans des libéraux, puis il y a un déclenchement des élections. Bon, quand il y a un déclenchement des élections, bien, tout tombe. Le projet de loi, on appelle ça, on dit que le projet de loi meurt au feuilleton, bien, c'est effectivement le cas. Tout disparaît, on fait table rase, on repart avec une nouvelle législature. Fait que nous, on n'avait pas atteint nos objectifs, ça c'est sûr, mais on avait saisi le pouls de ce qui se passait à Ottawa. On avait compris l'argumentaire des libéraux principalement, qu'on aurait de la misère à passer ça. Ça fait qu'arrive l'élection de 2019, nous, sur la Côte-Nord, évidemment, on a supporté Marilyn Gill en 2015. Elle a déposé son projet de loi, mais on n'a pas terminé le travail. Ça fait qu'on supporte Mme Gill pour une 2e fois en 2019. On fait une conférence de presse, et puis là, c'est Gilles Duceppe qui reprend le collier à cette époque-là. Fait que Gilles Duceppe vient sur la Côte-Nord aussi pour faire la tournée avec Mme Gill. On fait une conférence de presse des métallos. On a une couverture canadienne, évidemment, quand les chefs nationaux se déplacent avec les candidats. Fait qu'on a une belle couverture médiatique. Et cette fois-là, on supporte 3 autres candidats de l'Est du Québec, dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine. On dit, écoutez, voici, le Bloc québécois s'engage à redéposer un nouveau projet de loi similaire à celui qu'on a eu initialement. Mme Gill est reportée au pouvoir avec une majorité écrasante. Le gouvernement Trudeau est réélu avec un gouvernement minoritaire. On a beaucoup de discussions avec le NPD, beaucoup de discussions avec le Bloc, les libéraux aussi. Fait qu'on est très heureux de ça.
on reprend le travail. Là, notre projet de loi est pas mal écrit. Ça ne prend pas 2 ans pour le réécrire. Ça fait que là, il y a un nouveau projet de loi qui est déposé par Mme Gill en 2020. Par contre, on avait compris par les libéraux que si on reviendrait avec un nouveau projet de loi en avant des banques, on frapperait un mur. Là, de concert avec le Bloc québécois, on a eu beaucoup de discussions et on a convenu de mettre un peu d'eau dans notre vin et de déposer un projet de loi qui nous mettrait juste après les banques, après les gouvernements là, pour les taxes et les impôts impayés et après les banques, mais avant les villes et avant les commissions scolaires. Parce que dans le dossier de la minière Cliff à Sept-Îles, la ville de Sept-Îles avait 10 millions de taxes impayées. Et la ville, comme était une créance prioritaire, a récupéré ces 10 millions de dollars. La commission scolaire a récupéré son 1,8 million de taxes impayées. Nous, là, c'est la faillite de Cliff en 2015, on aurait été créancier prioritaire avant les villes, on aurait tout renfloué notre régime de retraite. Fait qu'on s'est servi beaucoup de ce cas d'espèce-là. Puis quand on a modulé notre projet de loi, et puis, évidemment, on savait que les libéraux n'auraient pas beaucoup d'arguments pour nous dire, écoutez, pas question, vous êtes en avant les banques, vous allez empêcher la relance. On a dit, écoutez, il n'y a pas de problème, on vous écoute. On n'empêchera plus de relance, on n'empêchera plus d'investissement dans les entreprises. Par contre, ne pas me dire que c'est normal qu'on passe après les villes, puis après les commissions scolaires. Puis là, les gens me disaient, ben oui, mais quand même, c'est tous des payeurs de taxes, vos retraités, puis une ville. Mais une ville, ça ne meurt pas. Une ville, ça peut mutualiser les pertes sur 15, 20 ans, 25 ans, alors qu'un retraité ou une conjointe survivante de 70, 75 ans, on disait souvent, ils sont seuls au bâton, demandez-leur pas de récupérer 25 % de leur rente de retraite qui est disparue. C'est pas humain de faire ça. Alors, bien sûr, il y a toujours des dommages collatéraux dans une faillite d'entreprise. Si une ville doit absorber un 10 millions dans son budget, bien, elle empruntera par l'étalera sur 25, 30 ans, 40 ans, elle le fera comme elle veut, mais au moins, ça aura toujours eu l'avantage d'être un peu plus humain que s'attaquer à des individus. Fait que ça, c'était notre cheval de bataille. Puis aussi, les libéraux avaient mis dans leur budget en 2018, quand ils font des budgets, il y a toujours des grands principes dans les budgets, là, bien que des fois, il n'y a pas de montant attaché à ça, mais il y a toujours des grands principes. Puis dans le budget de 2018 puis le budget de 2019, les libéraux avaient introduit la notion de sécuriser les régimes de retraite en cas de faillite d'entreprise. On avait dit, misère, on est dans le même bateau et on parle le même langage. Les libéraux avaient eu un congrès à Halifax en 2018, puis il y avait eu des associations de retraités qui ont été au congrès, puis sur le plancher, ont emmené des résolutions. Les libéraux avaient de la pression. Là, c'était pas un dossier de l'Est du Québec, là. C'était un dossier canadien. Vous comprenez? Ça fait que, parce que il y a quand même une réalité, c'est 338 députés qui sont de différentes circonscriptions. Des fois, la réalité de l'Ouest et de l'Est peut être, disons-le comme ça, est un peu différente. Mais là, ça devenait un dossier, ça en rajoutait une couche, là. Fait qu'évidemment, on a déposé un deuxième projet de loi. Mais là, écoutez, gouvernement minoritaire, 2021, déclenchement des élections. Fait qu'écoutez, en 2 ans, on n'a pas pu rien faire ou à peu près pas, au-delà qu'avoir des discussions. Fait qu'on déclenche les élections en 2021. Le deuxième projet de loi meurt au feuilleton. Puis je devrais dire le deuxième de Mme Gill. Le NPD n'avait déposé un deuxième dans cette deuxième législature-là aussi. Fait que ça faisait 4 projets de loi qui sont morts au feuilleton au total entre 2015 et 2021. Fait que là, on retourne en élection. Fait que sur la contenant, on se remobilise. On fait le même modus operandi. On supporte les 4 candidats de l'Est du Québec qui sont les mêmes. Mme Gill et 3 autres bloquistes. Et puis, encore une fois, les 3 sont réélus. Et puis, Mme Gill leur dépose un 3e projet de loi, 2022. Mais il arrive quelque chose de presque magique dans les circonstances. La députée Marilyn Gladu, députée conservatrice en Ontario, dépose aussi un projet de loi en mai 2022. Et à notre grande surprise, un projet de loi qui est en tout point un copier-coller de celui de Mme Gill. Les députés, quand ils déposent des projets de loi d'initiative privée, ils sont pigés au sort. 338 députés, si tu es pigé le 300e sur 338, il y a des bonnes chances que tu ne vois jamais ton projet de loi qui ne sera même pas déposé. Si tu es pigé dans les premières, tu as plus de chances.
Mme Gladu était pigée dans les premières. Donc, elle était dans les premières à déposer un projet de loi. Et il est tombé comme du ciel. On a compris plus tard, puis ça, le Bloc nous l'expliquait, Mme Gill avait tissé beaucoup de liens avec beaucoup de députés de tous partis confondus. Même si des fois les allégeances ne sont pas les mêmes, les visions ne sont pas les mêmes. Mme Gladu, c'est quand même quelqu'un qui avait une vision d'aider les travailleurs. On me dit par après qu'il y avait un magasin Sears dans sa circonscription qui avait fait faillite. Est-ce que ça a de l'influence? On pourrait penser que oui. Est-ce qu'elle a eu de la pression de ses électeurs? Mais honnêtement, quand on a parlé au Bloc, écoutez, on était encore dans un autre gouvernement minoritaire en 2021. On ne savait pas comment ça allait durer. On a discuté avec le Bloc. On a dit au Bloc, écoutez, si vous n'avez pas de misère, on va se coller sur le projet de loi de Mme Gladu. Il y avait quelques amendements à y apporter, mais des amendements qui, somme toute, je pense qu'on était capable de vivre avec aussi. On parlait d'une période de transition parce que nous, ce qu'on demandait, c'est pour rendre ça applicable, parce que quand tu changes la loi comme ça prend une période de transition. Nous, on était plus dans l'ordre de 2 ans. Mme Gladu était plus dans une période de transition de 5 ans. On a trouvé un mi-chemin là, en termes de période de transition. Quelques petits amendements mineurs. Et puis, on a parlé au NPD aussi. Le NPD avait déposé sa 3e mouture aussi. Là, il y avait quelque chose de spécial qui s'est créé. On avait les 3 partis d'opposition qui étaient prêts à faire front commun. Puis, on est dans un gouvernement minoritaire. C'est merveilleux. Là. On a une conjoncture parfaite. Là. On a les conservateurs, le Bloc puis le NPD qui veulent travailler ensemble, qui veulent supporter le projet de loi conservateur de Mme Gladu. Et puis là, les libéraux sont coincés, sont vraiment coincés. Le projet de loi, quand il est déposé à Ottawa, c'est ce qu'on appelle la première lecture. Ça, c'est du beurre dans la poêle, là, ça va rapidement. Après ça, il y a la 2e lecture, où on a des périodes d'échange et des questions. Puis s'il passe la 2e lecture, là, il s'en va en comité. Puis c'est là que ça se passe en comité. Puis là, il s'en va devant le comité des finances en 2022. Les 4 partis sont là. Puis là, on a la majorité sur le comité des finances. Ça va bien. Là. Puis là, le Bloc québécois m'invite à témoigner. Il faut comprendre qu'il y a eu beaucoup de collaboration entre le Bloc québécois, Mme Gill et le syndicat des métallos. Il y a des gens du NPD et des gens du Bloc. Fait que là, j'ai des questions d'un peu tout le monde. Puis j'ai des questions des libéraux. Vous ne pensez pas que ça va empêcher la relance d'entreprise? J'ai dit, c'est parfait. On est bien content que vous nous posiez la question parce qu'on vous a écouté, les libéraux. On était vous rencontrer pendant 6 semaines à Ottawa, 2018-2019, puis vous nous avez dit que c'était un non-sens devant les banques, qu'on empêcherait ci, qu'on empêcherait ça, mais on vous écoutait. Notre projet de loi, on est après les banques, mais avant les villes et les commissions scolaires, par contre. Là, vous ne pouvez plus nous dire que ça ne tient pas la route, ce projet de loi-là. Puis en plus, ce projet de loi-là, ça ne coûte pas une scène aux Canadiens et aux Canadiennes. Ça fait seulement augmenter nos chances d'avoir de l'argent. Ça fait seulement augmenter nos chances. Fait qu'on ne vous demande pas grand-chose. Mais c'est un pas de géant pour nous autres, de passer du 6e groupe au 1er groupe. Bien qu'on serait le dernier du 1er groupe, c'est un pas de géant pour les travailleurs. Pas rien que pour le mouvement syndical, pour tous les travailleurs du Canada. C'est pas une question d'être syndiqué ou pas. À partir du moment que tu as un régime de retraite à prestation déterminée, que l'employeur te promet une rente X à la retraite, on s'attend qu'elle soit respectée, cet engagement-là. Puis ce qu'on leur disait, c'est plus souvent qu'autrement, dans les tables de négociation, c'est du salaire différé. On met moins sur le salaire pour en mettre sur la retraite, mais dites-nous pas qu'à 60 puis 65 ans ou 70 ans qu'on n'a plus droit à ça. Fait que ça a été unanime. Les 4 partis d'opposition qui étaient présents au comité permanent ont voté à l'unanimité. Vraiment, les libéraux étaient coincés, vraiment coincés. Puis la conjoncture d'un gouvernement minoritaire avec la coalition des 3 partis d'opposition a fait qu'on avait un terreau fertile à ce qu'on puisse changer la loi. Fait qu'évidemment, quand on a vu que ça avait passé au comité permanent des finances, puis qu'il y avait eu l'unanimité, ça s'en allait en 3e lecture, donc devant la Chambre des députés. Et puis, quelques semaines après, ça a été voté à l'unanimité par tous les députés, les 338 députés. Ça fait que là, on savait que nos chances étaient bonnes. Le combat n'était pas terminé, évidemment, parce que ça s'en allait au Sénat. On y est arrivé comme ça. Puis, en parallèle aussi, juste avant la 3e lecture et au Sénat, on a fait faire des paires de bas, puis qui disait les retraités d'abord, projet de loi C-228. Puis la paire de bas, le principe, c'était protéger le bas de laine des Québécois ou des Canadiens.
Fait qu'on a fait distribuer ces paires de bas-là. Chacun des 338 députés a eu une paire de bas sur son bureau de livret. Puis chacun des 125 sénateurs a eu une paire de bas de livret sur son bureau. Nous autres, on a fait acheminer ça au Bloc québécois, puis le Bloc québécois s'est assuré dans le courrier interne que chacun des députés, des sénateurs et sénatrices reçoivent cette paire de bas-là pour leur dire, écoutez, là, il reste un petit bout, c'est le vote final en troisième lecture, c'est le vote au Sénat, de grâce. Il faut que ça y aille bien, il faut que ça passe bien. Et puis dans les deux cas, ça s'est super bien passé. Donc, puis on a eu la sanction royale début 2023. On vient de voir un peu la belle opération, puis qui est une victoire, mais il y a quelque chose qui, quand je retourne un peu en arrière, qui m'intrigue beaucoup, c'est l'attitude des conservateurs. As-tu une explication? Parce que de tradition, ils ne sont pas proches des travailleurs. Ils sont même plutôt hostiles. Là, on voit qu'ils ont embarqué avec nous. Comment t'expliques ça? Il faut comprendre qu'à l'époque, on était dans le changement de garde au Parti conservateur. On avait Andrew Scheer, on avait son successeur qui est arrivé. Fait qu'évidemment, quand il y a des changements de garde comme ça, là, les orientations, là, l'orientation du parti est donnée par le chef, mais quand il n'y a pas trop de chefs, ou qu'un chef est sur le départ, puis qu'il en arrive un nouveau, avant qu'il se fasse une tête, bien, des fois, les députés peuvent arriver avec des dépôts de projets de loi d'initiative vraiment personnelles, puis passer ça. Est-ce que c'est ça qui s'est passé? Mais évidemment, on était très inquiets. On était vraiment inquiets parce que là est arrivé M. Poilievre. M. Poilievre était sur le bord d'arriver. Il y avait l'investiture. Puis on se disait, si M. Poilievre arrive dans le décor puis que le projet de loi n'est pas passé en troisième lecture, on était vraiment inquiets. Mais heureusement, M. Poilievre est arrivé en poste à l'automne 2022. Mais ma théorie, c'est qu'avant qu'ils se mettent au diapason de tous les dossiers, tout ça a cheminé. Puis c'est pour ça que, entre le dépôt de loi de Mme Gladu en mai 2022 et c'est en novembre 2022 que c'était accepté en troisième lecture. Donc, entre mai puis novembre, on a fait passer un projet de loi de la première à la troisième lecture. C'est phénoménal comme rapidité. C'est rare. Ça prenait une conjoncture particulière, une coalition des trois partis d'opposition et le conjoncture d'un parti minoritaire, le Parti libéral qui était minoritaire. Ça prenait une conjoncture vraiment particulière. Heureusement, tout était là. Puis c'est pour ça que entre mai et novembre, je peux vous dire qu'on a multiplié les discussions avec le NPD, avec le Bloc, avec le Parti conservateur aussi, parce que Mme Gill et les députés du NPD avaient beaucoup de discussions avec le Parti conservateur. Tout le monde voulait que ça y aille rondement et rapidement. C'est la raison pour laquelle, quand on a témoigné au comité des finances en 2022, on leur a demandé, écoutez, là, il faut que ça y aille rapidement. Les gens ont assez souffert. Puis vous êtes élus pour aider les citoyens canadiens de grâce. Il y a déjà assez de cynisme dans la politique. Là, vous avez la chance de changer la vie des Canadiens et des Canadiennes pour les années à venir. Profiter de ce momentum-là, puis tasser la transpartisanerie. Ce que je comprends, c'est qu'on avait une conjoncture particulière, puis il fallait être capable de la lire. Là, vous autres, je pense que vous avez été capable de voir qu'il y avait un espace pour faire passer notre revendication qui est si importante. Alors, comment vous avez lu la conjoncture? Peux-tu m'expliquer ça? En 2021, quand il y a eu la deuxième élection, on c'était encore un gouvernement minoritaire. On a dit, écoutez, on va être encore parti pour seulement 2 ans. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Puis là, quand est arrivé Mme Gladu avec son projet de loi, là, on a dit, écoutez, on saute là-dessus. Là. On garde. On oublie là, la partisanerie, là, désolé. Mais c'était clair qu'il fallait profiter de la conjoncture. Puis à partir du moment, écoutez, qu'on avait les 3 partis d'opposition, écoutez, qu'est-ce qui peut nous arrêter? Un gouvernement minoritaire. Fait que si on ne profite pas de cette fenêtre d'opportunité-là, c'est quand ça va revenir. Il faut bien l'avouer. On a fait notre chance, on était actifs, on était dynamiques, on s'est mobilisés, mais cette fenêtre-là venait nous servir ça sur un plateau d'argent. Fait qu'il fallait en profiter. Conscient aussi que les libéraux, c'était la deuxième réélection, c'était le 3e mandat. On va être encore avec... on savait que nos chances peut-être pouvaient être moindres si c'était un gouvernement conservateur vraiment qui arrivait.
On a dit, écoutez, non, il faut profiter de notre chance-là, puis il faut savoir s'adapter, un peu comme en négo, hein, en négociation. Quand il y a une opportunité pour régler, puis que ça fait quelque chose que tu demandes depuis le début des négos, puis c'est des non catégoriques, il faut que tu t'adaptes des fois à faire une contre-offre avec quelque chose. Mais là, il a fallu adapter notre deuxième projet de loi et notre troisième, évidemment. Ce que je trouve intéressant là-dedans aussi, c'est l'importance de tisser des liens avec la politique. Parce que c'est comme on change des lois comme ça. On a bien beau dire ça n'a pas de bon sens ou on n'aime pas la politique ou c'est des ci puis c'est des ça. Mais moi, j'ai souvent dit qu'on a les députés qu'on mérite. Sur la Côte-Nord, on s'est élu une députée qui nous rassemblait puis qui nous a rassemblés, avec qui qui s'est engagé à nous aider. Et il y a une collaboration extraordinaire entre le mouvement syndical puis l'appareil politique du Bloc québécois, du NPD. Puis c'est ça qui a permis de passer à travers. Donc, s'il y a quelque chose qu'on a appris là, à Ottawa, c'est que les élus, ils réagissent où ce que ça chauffe le plus. Puis moi, je peux vous dire que quand on a été 6 semaines à Ottawa, puis que les semaines que les métallos étaient là, quand on rencontre des députés, ils disaient « Oui, on le sait que les métallos, vous êtes là. Oui, oui, on le sait. On le sait, c'est correct. » Puis on a parlé au caucus, puis la pression était là. On a vraiment bien travaillé dans ce dossier-là. Que ce soit le Bloc ou le NPD ou le conservateur qui prennent crédit de ça, c'était pas important. C'était facilitant de travailler avec Mme Gill là-dedans. C'est pour ça que je disais, quand on se met en place des députés qui nous ressemblent, qui partagent nos valeurs, mais c'est pas dur de travailler avec quelqu'un comme ça. Fait que même si c'était pas un projet de loi du Bloc, avec lequel on atterrissait sur quelque chose de satisfaisant, tout le monde savait très bien, puis même la députation d'Ottawa savait très bien que c'est le troisième projet de loi de Mme Gill, qu'elle a été élue avec ça en 2015. Puis, les députés ont trouvé le moyen aussi de faire une conférence de presse à les trois partis d'opposition, pour que tout le monde dise, écoutez. Fait on a trouvé une façon de satisfaire tout le monde, que ce soit du gagnant-gagnant aussi. C'est vraiment les libéraux qui se sont ralliés aux trois partis d'opposition pour s'assurer que personne ne perde la face là-dedans. Mais la finalité, c'est qu'on aura changé de façon fort importante le futur demain des travailleurs et des travailleuses. Il n'y a pas d'effet rétroactif au projet de loi, c'est bien évident. Ça ne règle pas le dossier de la minière Cliff, ça ne règle pas le dossier de Sears. Mais le portrait ne sera plus jamais le même pour le futur. Fait que c'est une belle victoire pour le mouvement syndical. Il faut être prêt, puis il faut savoir ce qu'on veut comme projet de loi, puis il faut savoir écouter qu'est-ce qui marche, puis qu'est-ce qui ne marche pas aussi. Puis ça, c'était fort important dans le dossier qui nous interpelle. On a compris dès lors que ça ne passerait pas avec les libéraux de nous mettre à la main des banques. Il a fallu s'ajuster en cours de route. Si on ne s'était pas ajusté, on sera encore là-bas. On sera encore là-bas. Puis on se disait souvent, on est mieux de gagner ça, la théorie des petits pas, on est mieux de faire ça puis de rien avoir. Puis, fait qu'on était très heureux, au même titre que dans le premier projet de loi, on demandait de maintenir les assurances collectives. On était obligé de le laisser tomber. Là. Fait que ce qui nous a resté dans l'entonnoir à la fin, là, dans notre deuxième puis troisième projet de loi, c'était d'améliorer le rang des créanciers. Fait que là, c'était un pas de géant. Là. Je vais vous dire, là, au moins... d'être après les taxes impayées puis après les banques, c'est extraordinaire là, comme gain pour tous les travailleurs. Là. Donc, on en est très fiers. Là. On en est vraiment fiers. Puis ça prend une organisation syndicale qui a les reins solides pour ça. Là. On va se le dire aussi financièrement, ça prend une grosse organisation. Moi, je ne suis pas gêné de dire que s'il n'y aurait pas eu le syndicat des métallos, il n'y aurait pas eu 180 000 membres au Canada pour nous supporter financièrement, ou 500 000 à la grandeur de l'Amérique du Nord, parce qu'on était syndicat nord-américain, qui a les reins solides, on n'aurait pas été capable de payer des travailleurs qui quittent leur travail, puis de les loger, puis de les nourrir pendant 6 semaines, puis de payer les frais de déplacement. Écoutez, il y a des sommes astronomiques qui ont été dépensées là-dedans, mais c'est un investissement, ça sert à ça aussi. Là. Donc, ça prenait un syndicat qui a les reins solides aussi. Donc, il faut être bien préparé. On était bien préparés, des bons portfolios, une proximité avec le mouvement politique aussi qui est fort important. Je vous ai résumé ça assez succinctement, mais il y a très peu de semaines qu'on ne s'est pas parlé là, avec le Bloc, le NPD. Ce que je comprends, Nicolas, avec le bon résumé que tu viens de faire à la fin, c'est qu'il y a un certain nombre
de leçons qu'on peut tirer de cette belle bataille-là que vous avez menée. Et d'un, c'est sûr qu'il faut une mobilisation des membres. Il faut être proche de nos membres. Mais également, dans une bataille comme ça, qui concerne l'ensemble des travailleurs, il faut être capable aussi de faire de la politique, d'être proche des mouvements politiques. Évidemment, les mouvements politiques sont proches de nous, mais savoir travailler avec eux. Et la troisième chose que je retiens, c'est la capacité aussi à bien lire la conjoncture. Comme tu expliquais très bien, on aurait pu frapper un mur, mais il y avait une conjoncture, puis quand le train passe, il faut monter dedans, puis c'est ce que vous avez fait. Et je pense que c'est un bon exemple qu'on donne pour les futures luttes qui vont être menées. Alors, je te remercie beaucoup, Nicolas, pour cette entrevue qui était particulièrement, qui avait une belle clarté, et qui, je pense, va être riche d'enseignements pour les luttes futures. Alors, salut bien. Hey, vous êtes fin de faire ça, hein? Je dois vous dire ça, que c'est le fun de pouvoir immortaliser tout ça. J'apprécie beaucoup.